Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue dans votre grand rendez-vous de l'information. Gros plan ce soir sur la décentralisation au Togo. Le renforcement de la décentralisation est à la une. Dernièrement, les activités de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales ont été lancées. Nous découvrirons dans ce journal les raisons de l'installation de la dite agence. Triste nouvelle toujours à la page nationale, l'effondrement d'un bâtiment scolaire le mercredi dernier à Blita a fait 2 morts. Le point sur la situation, nous vous le faisons dans le développement. À l'international au Gabon, l'ex-première dame Sylvia Bongo a été inculpée elle aussi dans l'affaire Ali Bongo. Cette dernière a été placée sous résidence surveillée en attendant le résultat des enquêtes enclenchées par le procureur. Les précisions à suivre dans un instant. Et enfin, réaction de l'Organisation des Nations Unies à la demande du retrait accéléré des casques bleus sur le territoire congolais par le président Félix Tshisekedi ce jeudi. On y revient tout de suite. Restez avec nous. Bienvenue à tous. Politique à l'entame de cette édition, la crise interne opposant les deux camps des successeurs de Maître Agbouibor s'enlise. Le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer. Le congrès contesté semble être plutôt acté pour les autorités compétentes. Kofi Kligé. En réponse à la requête d'un camp du parti politique, le Comité d'action pour le renouveau CAR, d'annuler le congrès ayant porté à la présidence du parti M. Robert Yao Daté, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande telle que formulée par les demandeurs. C'est à partir du congrès du 30 avril dernier que les dissensions sont nées au sein du parti, affichant 2 courants en lice pour la présidence du parti. Congrès qui n'a finalement pas eu lieu ce jour-là. Le congrès avait été reprogrammé sur le 27 mai, mais boycotté par le bureau de transition, parti demandeur. C'est ce congrès même qui a vu porter à la tête du parti M. Yao Daté par 37 des fédérations sur les 47 que compte le parti. Le bureau de transition, après avoir vainement demandé au ministère de l'administration territoriale d'invalider ce congrès, a saisi la justice. Renvoyé plusieurs fois, le procès est actuellement dans une situation ambiguë avec cette déclaration du juge des référés sur son incompétence. Est-ce la fin d'une crise interne qui n'a que trop duré? Le juge incompétent va-t-il les référer à un autre compétent ou bien il va simplement demander aux 2 parties d'aller se concerter? L'affaire reste encore suspendue. Le Togo poursuit ses initiatives dans la dynamique d'une décentralisation efficace et durable. Récemment, les activités de l'Agence nationale de formation des collectivités territoriales ont été lancées. Mais quel est l'objectif poursuivi par l'installation de cette agence? Les détails dans ce reportage. Le 30 juin 2019, le Togo a officiellement intégré la décentralisation dans son système de gestion avec la tenue des premières élections municipales depuis plus de 32 ans. Par la suite, ils ont été plus de 1500 candidats à avoir été élus à la tête des 117 communes du pays pour un mandat de 6 ans, renouvelable 2 fois. Une fois entrés dans l'exercice de leurs fonctions, les élus locaux sont et continuent par être confrontés à plusieurs défis. Ceci alors que leur performance reste diversement appréciée par la population. Dans ce sens, le chef de l'État togolais, dans son discours à la nation le 27 avril 2022, avait indiqué l'opérationnalisation prochaine d'une agence nationale de formation des collectivités territoriales, ANFCT. L'idée étant de renforcer la performance des acteurs locaux dans la gestion des collectivités territoriales. 6 mois après, la création de l'agence se concrétise. Le 17 octobre, un projet de décret est adopté en Conseil des ministres et fixe le siège de l'institution à Blita avec possibilité de délocalisation. Mais ce n'est que le 25 septembre 2023 que les activités de l'agence sont officiellement lancées. Former les élus locaux, les personnels des collectivités territoriales et agents de l'État impliqués dans le processus de décentralisation, telle est la mission principale de l'agence. Pour ce faire, elle est chargée d'élaborer un plan national de formation pluriannuel, ceci en fonction des besoins de formation prioritaires des acteurs locaux, mais également de mettre en place et de gérer un centre de ressources documentaires au profit de ces derniers.
Par ailleurs, il faut rappeler que le pays compte renforcer son processus de décentralisation cette année avec la tenue des élections régionales. Pour l'heure, les dates des actes de ce scrutin sont encore inconnus. Nous poursuivons avec les coopérations. Le Togo et l'Union européenne célèbrent des progrès notables dans leur programme de coopération, notamment dans le développement humain, l'agro-industrie et la consolidation sociale, soulignant l'efficacité de leurs efforts communs pour une croissance durable. Harold Mensan-Ato pour les détails. Le Togo fait état de progrès significatifs dans la mise en œuvre de son programme de coopération avec l'Union européenne, UE, pour la période 2021-2023. La récente revue du portefeuille de l'Union européenne au Togo, effectuée le 26 septembre 2023, a mis en lumière des avancées notables dans 3 domaines clés. Le développement humain et l'inclusion socio-économique, les agro-industries durables, la gestion des ressources naturelles, ainsi que la consolidation d'une société togolaise apaisée et résiliente. L'ambassadeur de l'UE au Togo, Joaquin Tasso Villalonga, a salué le taux d'absorption remarquable des fonds alloués par le Togo. De son côté, Sandra Ablamba Johnson, ministre secrétaire générale de la présidence de la République, a souligné l'importance de cette revue pour garantir l'efficacité de la mise en œuvre des projets financés par l'UE et a annoncé une évaluation à mi-parcours l'année prochaine. Dans le cadre de cette coopération, 2 conventions de financement ont été signées en octobre 2022. L'une pour soutenir la lutte contre le changement climatique avec un financement d'environ 17 milliards de francs CFA et l'autre visant à renforcer des services publics locaux avec un budget global d'environ 15 milliards de francs CFA. En outre, 2 autres conventions de financement ont été conclues en avril dernier. La première concerne un programme de développement des agro-industries, tandis que la seconde, d'un montant de 26 milliards de francs CFA, soutient la construction de l'État et la résilience au Togo. Cette coopération entre le Togo et l'UE illustre l'engagement commun en faveur du développement durable et de la croissance économique. Une nouvelle convention pour rehausser le volontariat au Togo, mais également à l'international. L'Agence nationale du volontariat du Togo vient de conclure un partenariat avec l'Association des fonctionnaires internationaux du pays. De nouvelles opportunités s'offrent ainsi aux jeunes Togolais. Jeannette Toyi, Harold Mensan-Ato. Il a été conclu mercredi un accord de partenariat entre l'Agence nationale du volontariat au Togo, ANVT, et l'Association des fonctionnaires internationaux du Togo. Ce nouveau partenariat entre les 2 institutions s'inscrit dans la continuité des échanges menés depuis 2 ans pour permettre aux jeunes Togolais d'effectuer des missions de volontariat dans des organismes internationaux. Il vise donc à donner à ces jeunes la chance de s'épanouir à l'échelle mondiale, contribuant ainsi à rétablir un équilibre dans leur représentation au sein de ces institutions. Il s'agit là non seulement pour l'ANVT de créer de nouvelles débouchés et opportunités pour les jeunes volontaires togolais, mais aussi de renforcer la visibilité du Togo à l'international. Créé en juillet 2014 par décret présidentiel, l'ANVT est un établissement en remplaçant du programme national de volontariat Provonat. Ses objectifs sont la mise en place d'un mécanisme de mobilisation et de valorisation sociale des ressources humaines disponibles dans le pays et l'amélioration des conditions de vie et des populations pauvres en créant une meilleure capacité, aussi bien au niveau des communautés que des structures d'appui. La commune de Blita 3 a été le théâtre d'une effroyable scène. Mercredi, le mur dont des bâtiments servant de salle de classe s'est écroulé en pleine séance de travail avec les apprenants. Le bilan fait état de 2 pertes en vies humaines et d'1 blessé. Retour sur les faits. 3 jours de classe seulement pour l'année scolaire 2023-2024 et déjà, le parcours s'achève définitivement. Plus jamais, ils ne retrouveront les chemins qui mènent à leur école bien-aimée, l'école primaire publique Ngobo, située dans le canton de Digangué, dans la commune Blita 3. Eux, ce sont 2 élèves, une fillette âgée de 6 ans et un garçon de 7 ans, l'un en classe de CP1 et l'autre CP2, qui ont malheureusement perdu la vie mercredi dernier. Selon l'agence togolaise de presse ATOP, les 2 apprenants étaient au tableau lorsque l'un des murs du ranga servant de classe s'effondra sur eux. Bilan, 2 morts et un enseignant volontaire blessé évacué aux urgences. Dans la foulée, les élus locaux de la région effectuent une descente sur le terrain pour constater les faits, mais également apporter leur soutien aux familles éplorées. Pour l'heure, les causes réelles de cette tragédie n'ont pas encore été élucidées,
même si certains s'en tiennent au non-respect des normes de construction des murs. Par ailleurs, le ministère en charge de l'éducation primaire et secondaire a anticipé sur une éventuelle pareille situation dans le Grand Lomé. En début de semaine, il a décidé de la fermeture du lycée 2 février d'Agbalé-Pédo dans le canton d'Aflaougakli pour bâtiments en mauvais état. Cependant, toutes ces situations remettent en sujet de débats sensibles sur la table la qualité de l'ensemble des infrastructures scolaires, particulièrement dans les zones rurales. Place à l'actualité internationale. Au Niger, hier jeudi, Kémy Séba, l'activiste franco-béninois, s'est prononcé sur le rôle de la France dans le processus révolutionnaire en cours dans le pays. Selon lui, il a accusé le pays de compromettre le processus et d'étouffer le développement de plusieurs pays africains. Le compte rendu. Kémy Séba est au Niger pour soutenir les militaires auteurs du coup d'État. L'activiste franco-béninois, un des chantres de la croisade anti-occidentale, s'est exprimé jeudi devant des milliers de personnes à Niamey. Son discours a été un véritable réquisitoire contre la France, accusée de vouloir stopper le processus révolutionnaire en cours dans le pays. Chaque peuple a le droit de goûter à la liberté. Chaque peuple a le droit de goûter à l'indépendance. Chaque peuple a le droit de retrouver sa dignité. Et si la France ne veut pas permettre aux Africains de respirer, nous allons la forcer à nous écouter. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui ne craint pas les coups. Une génération qui ne craint pas les sanctions. Une génération qui ne craint pas les menaces de mort, les persécutions. Mali, Burkina Faso, Guinée et Niger. Les coups d'État dans ces pays ont été condamnés par des dirigeants ouest-africains. L'activiste met en garde les traîtres au cœur des manœuvres contre les régimes dans ces pays. Le problème, c'est que ce n'est pas l'impérialisme qui est fort. Ce sont les traîtres chez nous qui sont forts. Ce sont les traîtres chez nous qui sont trop nombreux. Ce sont les traîtres chez nous qui vendent l'Afrique à l'impérialisme. Mais nous leur disons, Dramane Ouattara, Patrice Talon, Macky Sall, Embalo Sissoko et tous les autres, votre trahison va bientôt cesser. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas encore passée à l'action après avoir brandi l'option militaire pour réhabiliter Mohamed Bazoum. Elle explore encore une issue pacifique à la crise, selon ses dirigeants. Nous partons pour le Gabon. À présent, Sylvia Bongo, la femme d'Ali Bongo, président déchu depuis le coup d'État du 30 août dernier, s'ajoute désormais à la liste des personnes inculpées par le gouvernement de transition. Elle est placée en résidence surveillée en attendant la fin des investigations, a assuré le procureur. L'ancienne première dame du Gabon a été entendue par la justice jeudi à Libreville et maintenue en résidence surveillée. Au lendemain du coup d'État des militaires, Sylvia Bongo avait été placée en résidence surveillée mais isolée de son époux. Ses avocats français avaient déposé une plainte à Paris et dénoncé une détention arbitraire. Le procureur a lu le communiqué de son inculpation à la télévision nationale. Des interpellations ont eu lieu et se sont soldées par des inculpations d'une dizaine de compatriotes, pour des faits aussi bien criminels que délictuels, puis leur détention préventive pour certains. C'est dans cette lancée qu'a comparu Madame Sylvia Bongo Ndimba Valentin le jeudi 28 septembre 2023 devant le juge d'instruction qui l'a inculpé de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux, faits prévus et punis par les articles 116, 117, 312 et 380 du Code pénal, avant qu'une assignation à résidence ne soit ordonnée à l'égard de cette dernière. Leur assignation à résidence durera le temps des investigations qui se poursuivent. Pendant ce temps, à Libreville, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à son incarcération à la prison civile pour son rôle présumé dans la gestion de l'État gabonais depuis l'accident vasculaire cérébral de son mari, Ali Bongo, en 2018. Et puis en Guinée, le procès des présumés coupables des attentats du 28 septembre 2009 se révèle être efficace pour la justice des victimes du massacre. C'est ce que soutiennent plusieurs acteurs du pays ainsi que des organisations un an après le début de ce procès.
Des militants des droits de l'homme et un certain nombre d'organisations et de pays ont salué les progrès réalisés en Guinée vers la justice pour les victimes du massacre du 28 septembre 2009. Les victimes et leurs familles ont dû attendre le 28 septembre 2022 pour que l'ancien président Camara et les 10 autres accusés soient enfin jugés. La procédure doit reprendre mardi prochain. Il y a un an, s'ouvrait à Conakry le procès des massacres du 28 septembre après 13 ans d'attente. Ça a été long, ça a été périlleux. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup de plaidoyers au niveau national et international ont été faits. Et c'est en cela aussi qu'il faut saluer l'engagement du gouvernement actuel, les autorités actuelles, d'avoir pu quand même organiser ce procès. Le massacre de 156 personnes et le viol d'au moins 109 femmes ont eu lieu lors d'un rassemblement politique dans un stade de Conakry et ont duré plusieurs jours, selon une enquête mandatée par l'ONU. Il y a des femmes qui sont là, qui voudraient vraiment témoigner. Alors, le programme de huis clos, je voudrais que ce soit vraiment quelque chose de très sérieux et que ce soit pris vraiment en compte, que ces femmes soient protégées, parce que cette protection, c'est très important. Actuellement, on a des femmes qui sont menacées jusqu'à présent, qui sont obligées de changer de logement à chaque fois. Le colonel Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir à la suite d'un coup d'État en septembre 2021, avait ordonné que le procès se tienne le jour anniversaire du massacre en 2022. Félix Tshisekedi, le président congolais, avait réclamé la semaine dernière le retrait accéléré des casques bleus à partir de fin 2023. Une décision sur laquelle les Nations Unies se sont prononcées jeudi. Elles appellent à une organisation ordonnée du retrait des soldats du territoire congolais. Les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont pris note le 28 septembre de la demande de la République démocratique du Congo d'accélérer le retrait des soldats de la paix. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Le départ progressif de la MONUSCO de la RDC est en cours depuis un certain temps. Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président Tshisekedi a appelé à l'accélération de ce processus à partir du 23 décembre. C'est avec cette demande à l'esprit que j'appelle le Conseil à s'exprimer clairement sur les recommandations formulées dans le rapport du 2 août du secrétaire général sur l'avenir de la MONUSCO. Christophe Letundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, a souligné l'importance de tirer des leçons des interventions passées de l'ONU en Afrique. Ces réaménagements tactiques que le gouvernement congolais propose du retrait de la MONUSCO vise les objectifs ci-après. 1. Désamorcer la tension toujours croissante entre la MONUSCO et la population civile. C'est ici le lieu d'affirmer qu'il est temps que les Nations Unies, particulièrement le Conseil de sécurité, tirent les leçons de ces interventions en Afrique et change de paradigme quant à ces missions de paix dans notre continent. Les casques bleus de l'ONU sont présents en RDC depuis près de 25 ans. Le Conseil devrait renouveler le mandat de la MONUSCO en décembre. Kinshasa et une partie de la population s'interrogent sur son efficacité à protéger des civils. Les statistiques rendues officielles par les Nations Unies ce vendredi sur le nombre de migrants morts ou portés disparus dans la Méditerranée cet été sont alarmantes. Le nombre est 3 fois supérieur à celui enregistré sur la même période de l'année dernière. Les précisions. L'Agence des Nations Unies pour l'enfance a annoncé ce vendredi qu'au moins 990 migrants sont morts ou ont disparu entre juin et août sur la route dangereuse de la Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et l'Europe. Regina de Dominici, directrice régionale de l'UNICEF et coordinatrice spéciale pour la réponse aux réfugiés ou aux migrants en Europe. Cet été, nous avons vu tripler le nombre d'enfants et d'adultes morts sur la route migratoire de la Méditerranée centrale par rapport à l'été dernier. L'agence a déclaré que 11 600 mineurs non accompagnés figuraient parmi les migrants qui tentaient de rejoindre l'Italie sur des bateaux de fortune entre janvier et septembre, soit une hausse de 60% par rapport aux 9 premiers mois de 2022.
La Méditerranée est devenue un cimetière pour les enfants et pour leur avenir. Les politiques actuelles empêchent une recherche et un sauvetage en mer efficace et coordonné. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 2500 migrants sont morts ou ont disparu en Méditerranée entre le 1er janvier et le 24 septembre, soit 50% de plus qu'à la même période l'année dernière. Voilà, c'est donc ce qui vient mettre fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.